Et puis Cécile Collaert et Jacques Paris, libérés mais pas libres. Les deux Français détenus en Iran depuis mai 2022 sont sortis de prison, mais ils n'ont pas le droit pour l'instant de quitter le territoire iranien. Ils sont à l'ambassade de France à Téhéran. Le dialogue se poursuit pour obtenir leur retour en France, dit Emmanuel Macron. Alors ce matin, après l'annonce de ces libérations, il y a le soulagement, bien sûr, de leurs familles, de leurs proches, des différents comités de soutien, mais il y a aussi beaucoup de questions. Comment expliquer d'abord cette décision des autorités judiciaires iraniennes? Sa détention aurait-elle pu s'arrêter plus tôt? Quand Cécile Collaert et Jacques Paris vont-ils enfin retrouver les leurs? Est-on en train aussi de tourner une page dans les relations entre Paris et Téhéran alors qu'il n'y a plus d'otages d'État français tels que les appelle le Quai d'Orsay? Question posée jusqu'à 10h45 à mes trois invités, Mariam Pirzadeh, Chirine Erdakani et Aïda Hadizadeh. Bonjour mesdames, merci d'être là. Bonjour. On a beaucoup de choses à se dire, c'est parlons-en et c'est parti. Hadizadeh, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes députée socialiste du Val d'Oise, présidente du groupe d'amitié France-Iran. C'est à vous qu'on a dû, il y a quelques mois, l'affichage des portraits de Cécile Collaert et Jacques Paris. Et c'est une première, je crois, sur les murs de l'Assemblée nationale. Et vous êtes beaucoup mobilisés ces derniers mois pour qu'on arrive à ce jour de libération avec beaucoup de nuances de Cécile Collaert et Jacques Paris. À vos côtés, Chirine Erdakani, bonjour. Bonjour. L'une des voix qui a le plus porté ces 3 dernières années quant au sort de Cécile de Jacques, vous êtes l'avocate de la famille de Cécile Collaert avec d'autres avocats. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Mariam Pirzadeh, faut-il vous présenter? Mariam, rédactrice en chef de Parlons-en, ancienne correspondante de France 24 en Iran. 1277 jours en détention et enfin donc la lumière au bout du cauchemar. Cécile Collaert et Jacques Paris sont sortis de prison. Ils sont en ce moment à l'ambassade de France à Téhéran en Iran après plus de 3 ans passés dans les geôles de la République islamique. Selon les premières informations, la professeure de lettres de 41 ans et l'enseignant à la retraite de 72 ans sont relativement en bonne santé. Je disais, ils ont été libérés, mais ils ne sont pas libres. Ils sont sous contrôle judiciaire. On va y revenir ensemble. Et leur départ d'Iran, pour l'instant, est assez incertain, en tout cas en termes de calendrier. Avant de vous entendre votre réaction, on va écouter celle des proches de Cécile Collaert et de Jacques Paris quand ils ont appris la nouvelle hier soir. Regardez. Des applaudissements en signe de soulagement. Dès l'annonce de la sortie de prison de Jacques Paris et Cécile Collaert, leurs proches se sont réunis hier soir. La mère de Cécile Collaert a encore du mal à y croire. Ouais, une grande joie, mais pour moi, ça reste virtuel tant que Cécile ne sera pas dans mes bras et qu'elle ne pourra pas continuer à vivre sa vie avec Jacques. Voilà. Le couple de professeurs avait été arrêté en mai 2022. Il y a 3 semaines, ils avaient été condamnés pour espionnage. 20 ans de prison pour Cécile Collaert, 17 pour Jacques Paris. Ils étaient considérés par la France comme des otages d'État. Sortis de prison, ils ne sont pas libres pour autant. Ils ne peuvent pas quitter le territoire iranien. Ils sont sous la protection de la France. Et nous allons continuer le travail que nous avons engagé depuis des semaines et des mois pour obtenir leur libération définitive. Cécile Collaert et Jacques Paris étaient détenus à la prison d'Evin, réputée pour sa dureté. Leurs conditions de détention étaient jugées indignes par la France. Voilà, l'ambassadeur de France en Iran qu'on va entendre tout à l'heure disait que Jacques Paris et Cécile Collaert avaient pu parler à leurs proches. Une première réaction, Chirine Erdakani, ce matin, j'imagine un soulagement teinté de questions? Alors évidemment, c'était la joie hier, à la fois pour l'avocate que je suis, mais surtout pour les proches de Cécile Collaert et de Jacques Paris, qui s'autorisent enfin à voir le bout du tunnel. Et je dis qu'ils s'autorisent parce que ça a été 3 ans et demi de déconvenus, d'espoirs déçus, d'ascenseurs émotionnels. Et donc il y a eu un temps de décompensation, je pense, pour même y croire, en fait. Et donc on voit à l'écran, c'était la parole évidemment spontanée, mais contenue des proches de Cécile qui n'osaient pas encore tout à fait y croire. Une joie, mais pour l'instant virtuelle, disait la maman de Cécile Collaert. Aïda Hadizadeh, j'imagine aussi une joie et des questions ce matin? Un soulagement.
Le fait qu'ils sortent de la prison d'Evin, qui est une des pires prisons au monde, celle où sont emprisonnés des prisonniers politiques avec des traitements de torture, c'est déjà un soulagement, une délivrance. Après, c'est vrai qu'on sera tout à fait soulagés quand ils seront de retour sur le sol français, en France, et qu'ils pourront serrer leur famille dans leurs bras. On ne l'a pas vu, Mariam, dans le reportage à l'instant, mais on a une pensée ce matin pour Noémie Coller, la sœur de Cécile Coller, qu'on a souvent reçue sur ce plateau ici, qui a remué ciel et terre ces 3 dernières années pour obtenir ce jour-là. Elle ne s'est pas encore exprimée, mais à l'image de la réaction de sa mère, on imagine pour cette famille la fin d'un cauchemar. Oui, elle a reçu un coup de téléphone, effectivement, du Quai d'Orsay un peu avant 19h pour lui apprendre la nouvelle. Alors, effectivement, ils sont sortis de la prison d'Evin, qui est un peu cette quintessence de la barbarie de ce régime, là où sont détenus tous les prisonniers politiques de l'Iran et l'avenir aussi de l'Iran. On dit que c'est la plus grande université d'Iran, tellement des étudiants, des opposants, des journalistes sont emprisonnés. Donc, ils sont dans un petit bout de France. Il faut rappeler que c'est ce qui était arrivé aussi à Clotilde Reiss, une des premières Françaises qui avait été arrêtée en 2009, après les manifestations du mouvement vert. Elle avait passé 47 jours en prison et elle avait fini sa détention durant 5-6 mois dans la résidence de l'ambassadeur de France qui est dans le centre-ville de Téhéran. Plusieurs mois, elle y était restée plusieurs mois à vivre, alors à l'air libre effectivement, mais sans possibilité d'avoir son passeport pour rentrer, parce que c'est ça qui se joue en fait. C'est pour ça que par exemple les binationaux, parce que comme la République islamique ne reconnaît pas la nationalité autre que la nationalité iranienne, beaucoup de binationaux en ce moment ne vont pas en Iran avec ces arrestations arbitraires, parce qu'ils peuvent vous prendre votre passeport iranien et vous êtes complètement bloqué sur le territoire iranien. Là, ce sont des Français, ils n'ont toujours pas leur passeport, ils n'ont toujours pas le go pour pouvoir traverser cette frontière, quitter l'Iran après 3 ans et demi de détention. Donc c'est exactement ça, ils sont libérés, mais ils ne sont pas encore libres de retrouver leur vie. Noémie Coller, qu'on a souvent entendu, on le disait, ne cessait d'alerter ces derniers mois, Shirin Ardakani, sur l'état de santé de sa sœur, son état psychologique. Elle nous racontait à quel point tout était arbitraire dans cette histoire, mais y compris les contacts qu'elle pouvait avoir avec sa sœur et que sa sœur pouvait avoir avec les représentants consulaires. Il y avait plus qu'urgence à ce qu'ils sortent de cette prison. Il faut bien comprendre que Cécile Coller et Jacques Paris, ils ont tout vécu. C'est pas de la science-fiction ce qui s'est produit durant ces 3 ans et demi. Ils ont évidemment connu les affres de la détention la plus dure, la plus inhumaine. Ils ont connu les aveux forcés à la télévision. Ce qui est singulier dans l'histoire récente. Effectivement, ils ont dû s'auto-incriminer de faits qui sont absolument mensongers, de dire à la télévision nationale, étatique évidemment, sous la torture psychologique de leur geôlier, qu'ils étaient des espions. Ils ont dû vivre à l'isolement quasiment pendant 3 ans et demi, avec quasiment une absence de contact avec l'extérieur et avec des humains en définitive. Donc on comprend leur état de déshumanisation et leur détresse parce qu'ils ont aussi connu un pays en guerre. Il faut rappeler quand même la double peine de ces gens qui sont privés arbitrairement de liberté. Et voilà que en juin dernier, le lieu où ils se trouvaient a été bombardé. Dans l'histoire d'une vie et de souffrance infligée à un être humain, je crois qu'en tant qu'avocate, j'ai rarement vu autant d'événements traumatiques. Qui leur a valu de changer de lieu de détention. Et je crois qu'on n'a pas su où ils étaient. Ils ont été transférés de lieu de détention en lieu de détention sans qu'en définitive nul ne sache où ils se trouvaient à un moment donné. Pour être tout à fait même transparente, on a même à un moment cru qu'il y avait un péril de mort, puisque quelques jours après les bombardements de la prison d'Evin où ils se trouvaient, nous étions sans nouvelles de Cécile et Jack. Donc voilà ce qu'ont vécu en définitive ces deux-là, voilà ce qu'ont vécu leurs familles, d'une angoisse insoutenable pendant 3 ans et demi de savoir ces proches-là dans ces conditions-là. Donc vraiment, on comprend que la dégradation de leur état psychique a été constante. À l'heure où je vous parle, ils doivent dans les prochaines heures être vus par une batterie de médecins qui ont été dépêchés à cet effet par les Français, qui vont les ausculter parce que s'ils sont indemnes physiquement, en tout cas à premier examen, de la visio qu'ils ont pu avoir et des échanges qu'ils ont pu avoir leurs proches hier soir, nul ne peut s'avancer aujourd'hui sur l'état psychologique dans lequel ils se trouvent.
De tous les détenus français, parce qu'ils ont été jusqu'à 7 Français détenus en Iran, ce sont ceux qui ont eu les pires conditions de détention, avec très peu de visites consulaires, de l'isolement, des humiliations, des tortures en prison, puisque moi j'ai pu m'entretenir avec des détenues iraniennes qui ont pu côtoyer Cécile Collaert en prison, avec par exemple de l'eau chaude qu'on lui versait sur les mains. Enfin voilà, c'est des récits qu'on m'a rapportés, et un état psychologique de Cécile assez vite après le début de sa détention qui s'est dégradé. Des 7 détenus français, ce sont ceux qui, ils ont été à part. Et pourquoi il y a eu un genre d'acharnement contre eux? Parce qu'ils sont arrêtés en mai 2022. Il ne faut pas oublier que 4 mois plus tard, les Iraniens connaissent le plus grand mouvement de manifestation contre la République islamique après la mort de Mahsa Amini et le début du mouvement Femmes Vie Liberté, et qu'ils ont servi totalement le narratif de la République islamique, à savoir que ce n'est pas possible qu'à l'intérieur de l'Iran soit né ce mouvement de contestation un peu spontané et populaire contre le régime. Et donc, ce sont ces 2 Français qui sont venus apporter le chaos pour déstabiliser l'Iran. Après, depuis leur arrivée sur le sol iranien, ils ont été suivis par les services de renseignement iraniens, ils ont été filmés. Moi, j'ai pu voir ce reportage qui a été diffusé à la télévision d'État, où on voit effectivement Cécile Collaert et Jacques Paris avec des graphiques, une scène absolument ahurissante, hallucinante, où ils font des aveux forcés. On les voit se promener à Ispahan, dans les villes touristiques. Ils étaient suivis avant d'être du moment où ils ont posé le pied sur le sol iranien à l'aéroport de Téhéran. Ils ont été filmés, ils ont été suivis par les renseignements iraniens, ce qui n'a pas été le cas de tous les autres détenus. Louis Arnaud est arrêté parce que c'est au moment des manifestations de Femmes Vie Liberté. Et, il est arrêté à ce moment-là. Benjamin Brière, en 2020, il est arrêté parce qu'il se trouve à proximité. Il se trouvera à proximité d'un site jugé sensible. Mais effectivement, ces arrestations, c'est vraiment quelque chose, on va y revenir, mais c'est une politique presque théorisée de la République islamique depuis 46 ans. C'est d'arrêter des personnes occidentales pour obtenir quelque chose en échange. C'est ce qui s'appelle la politique d'otage d'État. Les Iraniens veulent négocier à travers ces personnes qu'ils détiennent dans des conditions arbitraires. Dans ce cas-là, Cécile et Jacques, il faut le souligner, sont des enseignants. Et sont des enseignants qui ont un engagement syndical. D'ailleurs, je pense vraiment aussi à tout le monde enseignant qui s'est beaucoup mobilisés pour obtenir la libération de leurs collègues, des collègues qu'ils connaissaient, mais aussi dans d'autres établissements. On ne les connaissait pas, mais on partageait avec eux leur destinée. Et cet engagement syndical a été... les autorités iraniennes s'en sont servies contre eux. Exactement, parce qu'il y a eu des grèves d'enseignants en Iran. Il y a eu des grèves parce que les fonctionnaires, les enseignants ou les autres ne sont pas bien payés. Des fois, il y a des coupes de salaire pendant plusieurs mois. Et il était facile pour la République islamique, facile entre guillemets, d'arrêter des ressortissants étrangers et de dire c'est à cause d'eux qu'il y a eu des grèves. Ils sont venus mettre du bazar dans le pays. Sans eux, il n'y aurait pas eu de grève enseignants. Vous voyez, c'est gros, c'est cousu de fil blanc. Puis après, quelques années plus tard, malheureusement en termes d'années, quand il y a eu la guerre, l'attaque israélienne en Iran, on les a accusés d'espionnage au profit d'Israël et du Mossad. Alors, on les utilise pour différentes choses. C'est vraiment le principe du bouc émissaire et on s'en sert, comme Mariam l'a dit, comme monnaie d'échange. Cette accusation en espionnage, globalement, souvent en faveur d'Israël, on l'a vu sur à peu près... on l'a vu à de nombreuses reprises sur des cas d'otages. C'est le cas notamment de Benjamin Brière. Il me semble que Louis Arnaud aussi était accusé d'espionnage. Personne n'est vraiment dupe de la qualification juridique des raisons pour lesquelles ces Français ont été arrêtés ces dernières années. Vous avez dit jusqu'à 7, Mariam. Non, tout à fait. Alors évidemment, mais c'est à l'encontre, si vous voulez, cette accusation évidemment fallacieuse de la part des autorités contre des étrangers, mais aussi contre des Iraniens. La vague de répression qui a suivi le mouvement Femmes Vie Liberté a vu, et plus encore avec la guerre d'Iran et d'Israël, a vu un certain nombre d'exécutions de ressortissants iraniens qui avaient pris part à des manifestations Femmes Vie Liberté, ou même on l'a vu lors de la seconde vague de répression après les bombardements notamment israéliens de la prison d'Evin, de minorités ethniques, notamment beaucoup d'Afghans qui avaient été déportés vers l'Afghanistan parce que eux aussi ont été désignés comme
étant des boucs émissaires pour avoir collaboré prétendument avec les autorités israéliennes et du Mossad pour avoir donné des renseignements qui auraient permis ensuite aux autorités israéliennes de bombarder. Donc finalement, pour l'État iranien, il y a autant de boucs émissaires possibles qu'il y a potentiellement de contestataires, et tout élément qui est vu comme étant une menace pour mettre en péril la sécurité nationale, eh bien, est immédiatement accusé de collusion avec un État étranger. Vous avez évoqué le sort de Benjamin Brière. Benjamin Brière, ce qui est assez audacieux, c'est que lui, en définitive, n'a jamais même compris au profit de qui il aurait espionné, puisqu'on a dit au profit, à la solde d'un État étranger, sans prendre le soin même de préciser lequel. Donc ce sont des considérations avec lesquelles les autorités iraniennes s'embarrassent peu. On comprend bien qu'il y a cette espèce de paranoïa d'être infiltré de partout. Alors, souvent, on me demande, mais est-ce que vous y croyez vraiment, Maître Arnakeni? Est-ce que vous pensez vraiment qu'à un moment donné, l'État iranien soit sincère et qu'il ait véritablement cru à un moment qu'il avait affaire à 2 syndicalistes venus pour prêcher la révolution en Iran? Mais non, moi, je ne le crois pas. Pour être très honnête, je ne crois pas que les accusations des services de renseignement iraniens... Ils croient eux-mêmes à leur propre histoire. Non, je ne crois pas que ce soit le fait d'une paranoïa. Parfois, j'entends certains spécialistes, certains experts dire non, mais il ne faut pas sous-estimer la paranoïa de cet appareil sécuritaire. Il n'en est rien. Cet appareil sécuritaire, il est opportuniste comme tous les régimes dictatoriaux, et il s'engouffre dans des brèches, et son narratif, ça a été dit par Madame la députée Agizadeh ici, il évolue de façon circonstancielle en fonction de ce qui est l'actualité récente. Voilà, je crois que c'est ça en réalité. Ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens, le peuple iranien n'est pas dupe en fait. Et moi, je pense aussi au peuple iranien aujourd'hui. Je dis que c'est aussi leur rendre justice à eux, parce que je pense que dans leur immense majorité, ils n'étaient pas fiers de la détention de 2 Français, de 2 enseignants en Iran pour des raisons auxquelles ils n'ont jamais cru. Et je suis assez sûre de moi pour dire qu'ils sont aussi soulagés que nous de leur délivrance. Et d'ailleurs, comme l'a rappelé Chirine, tous ces anciens prisonniers français qui sont rentrés ont raconté effectivement qu'ils se sont retrouvés en cellule avec des Iraniens condamnés, ou d'ailleurs emprisonnés sans condamnation pour les mêmes raisons fallacieuses, comme vous le disiez. Mariam, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, comment expliquer qu'on puisse passer en quelques semaines, c'était je crois à la mi-octobre, d'une condamnation donc de Jacques Paris et de Cécile Colère très lourde, plus de 20 ans de prison, donc toujours pour ce motif d'espionnage, de complot, pour mettre en péril la sécurité de l'Iran, et cette libération, en tout cas sous contrôle judiciaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en un mois? Alors déjà, il y a la pression psychologique qui est exercée par les autorités iraniennes, puisque juste après le bombardement sur la prison d'Evin, où ils étaient détenus par l'armée israélienne, donc ils sont évacués dans une autre prison, c'est à ce moment-là qu'ils ont accès à une visite consulaire française, et c'est à ce moment-là que Cécile Colère et Jacques Paris disent aux diplomates français, voilà, on a été inculpés de corruption sur terre, ce qui est un délit qui est passible de la peine de mort. Donc rappelons-nous que cet été, tout le monde tremblait de se dire qu'il pouvait être condamné par la peine de mort. Moi, ce que des diplomates pouvaient me dire, ou des Iraniens sur place, des avocats me disaient, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un procès et une condamnation à mort pour frapper les esprits et pressuriser davantage les Français. Ce que je sais, c'est que les négociations qui durent depuis 3 ans et demi, le dossier de Jacques Paris et de Cécile Colère a toujours été mis en avant. Et les Français qui se trouvaient en face des Iraniens dans ces canaux de discussion utilisaient toujours le mot otages. Nous avons des otages. Nous n'aurons pas de bonnes relations avec vous tant qu'il y aura des otages français qui seront dans ces prisons iraniennes. Donc il y a ces outils de pression psychologique, et puis il y a ce qui se joue en échange, ce qui n'est jamais annoncé publiquement, puisque officiellement la France ne donne jamais rien en échange contre la libération de ces détenus français. Mais effectivement, il y a eu des signaux, et la France a commencé à arrêter des personnalités iraniennes sur le sol français. Je pense notamment à Mardié Esfiandiari, qui a été libérée sous caution il y a 2 semaines à peu près, dans l'attente de son procès qui était au mois de janvier. Elle a été diffusée. Une étudiante qui est accusée d'avoir voulu déstabiliser la France avec de la propagande pro-palestinienne notamment. Et ça, c'était un des signaux, effectivement, qui pouvait amener à une libération, une annonce de libération de Cécile et de Jacques. Autre chose, c'est que les Iraniens ont aussi dit qu'on était dans une phase décisive
tentatives d'échange de prisonniers, ce qui laissait augurer la libération de Jacques et de Cécile. Autre outil de pression, et je finis sur ça, c'est que finalement, c'est Lennart Monterlo, qui était un étudiant de 18 ans qui venait d'avoir son bac, qui faisait le tour de l'Iran, qui avait été arrêté au moment de la guerre entre Israël et l'Iran, qui avait été libéré, et non Jacques et Noémie. Jacques et Noémie ont une valeur beaucoup plus importante que tout... et Cécile, excusez-moi, et sa sœur, ont une valeur beaucoup plus importante que ces autres détenus. Et donc, les Iraniens ont sûrement obtenu des choses. La France avait porté plainte, mais je pense que Maître Ardakani en parlera beaucoup mieux que moi, à la Cour internationale de justice. La France a retiré sa plainte. Donc, il y a des petits signaux qu'on arrive à voir quand on suit le dossier, qu'on arrive à voir en filigrane. La libération, donc sous contrôle judiciaire, de cette étudiante iranienne effectivement accusée d'avoir voulu déstabiliser la France avec apologie du terrorisme. Apologie du terrorisme a pu jouer. Vous nous le disiez juste avant l'émission, ça a pu effectivement côté iranien, ça a pu permettre d'accélérer les choses. Alors, je ne suis pas dans le secret du Quai d'Orsay. Ouais, exactement, et heureusement, comme je dis, parce que ces affaires-là sont extrêmement complexes et demandent de la discrétion. Et heureusement que très peu de gens ont à en connaître, selon l'expression consacrée par les renseignements généraux et extérieurs aussi. Mais de toute évidence, quand on arrête une ressortissante iranienne qui est en lien avec le régime, il y a beaucoup d'Iraniens en France qui font des études, qui travaillent, mais qui n'ont aucun lien avec le régime. Celle-ci avait des liens avec le régime. Quand on l'arrête pour apologie du terrorisme, l'Iran cherche à la récupérer et ça devient, je pense, aussi une sorte de monnaie d'échange. On ne sait pas, et on le saura sans doute un jour, mais pour l'instant, on ne sait pas. Et tant mieux, il faut pour l'instant rester extrêmement prudent. Il faut respecter le travail des diplomates. Moi, je veux aussi saluer le travail de notre réseau diplomatique. Nous avons maintenu l'ambassade de France en Iran au moment des attaques israéliennes. Je pense aussi justement parce que nous avions conscience que c'était aussi un moyen de pouvoir faire libérer Cécile et Jacques. C'est affaire de petits pas et de signaux. Est-ce que, pour confirmer ce que disait Mariam à l'instant, vous diriez que la diplomatie française n'a pas démérité depuis 3 ans et demi sur ce dossier-là, comme sur celui de Louis ou de Benjamin Brière? Elle a été plus qu'active? Alors, elle a été active. Comme l'a rappelé Mme Pirzadeh, à chaque fois qu'il y avait des échanges entre le président et son homologue iranien ou le ministre des Affaires étrangères et son homologue iranien, c'était un des premiers sujets qui était abordé. On ne pourra pas avoir des relations normales tant que nous avons 2 ressortissants otages en Iran. Et donc ça, c'est important de le dire. Maintenant, c'est vrai que on peut toujours mieux faire et j'ai échangé avec Benjamin Brière et lui trouvait que l'accompagnement des familles pendant la détention des otages pouvait être grandement amélioré et je pense aussi à ça et j'espère que ça arrivera très prochainement. Quand Cécile et Jacques rentreront en France, il y aura aussi ce long chemin de reconstruction à faire. Et si je m'appuie sur les dires à la fois de Benjamin et d'autres anciens otages, notre administration, pas le Quai d'Orsay, mais d'autres administrations ne sont pas à la hauteur parce qu'ils ne rentrent dans aucune case. Ce ne sont pas des victimes d'attentats terroristes, ce sont pas... Voilà, aucun formulaire, par exemple, d'administration fiscale ne les concerne et ils vont de déconvenu en déconvenu et parfois c'est très dur quand on doit aussi se reconstruire d'avoir affaire à des administrations qui ne savent pas quoi faire de vous. Sachant qu'il y a des affaires, c'est le cas de Benjamin Brière où on a dit à la famille pendant de longs mois de ne rien dire précisément pour ne pas court-circuiter les discussions. C'est le cas aussi pour Cécile et Jacques. Pendant de longs mois, mais alors ça on peut comprendre. Oui. Dans un certain temps, on essaye de rien dire pour essayer de les libérer et après le Quai d'Orsay dit non. Maintenant communiquer parce que c'est aussi un moyen de faire pression. Voilà. Pour les familles, Chérie Dardakani, Oui, écoutez, sur le fait de savoir si la diplomatie française peut mieux faire, je crois qu'on s'en exprimera en temps utile, parce qu'effectivement, dans le temps qui est le mien, vous comprendrez que il est bien difficile pour moi de dire que là, les mesures dans l'immédiat n'ont pas été prises. Je sais qu'il y a une exceptionnelle mobilisation des services de l'ambassade de France actuellement à Téhéran, qui est évidemment remarquable, en sincérité et en humanité. Moi, ce matin, j'écoutais, évidemment, c'était très émouvant, finalement, ce récit de Monsieur Pierre Cochard, l'ambassadeur de France à Téhéran. On comprend qu'il soit ému en tant que citoyen français qui, je crois, est heureux de pouvoir voir le sourire de Cécile et Jacques au sortir de ces murs de la prison des Vignes, dont quelques mois plus tôt, on nous avait expliqué qu'ils avaient été pulvérisés. Il n'en est rien. Cette prison est toujours debout. Ceux qui y sont malheureusement détenus, ils sont toujours. Donc, je les crois sincères, les diplomates au service de la France et de l'État français.
Français et des citoyens, parce que c'est ce qu'ils disent au fond, hein. Ils servent les Français, ils servent l'intérêt général. Maintenant, il faudra bien qu'en temps utile, nous tirions les conséquences aussi de ce qui a été pendant 3 ans et demi, je crois, des politiques qui auraient pu être vues différemment. Le fait que la mobilisation citoyenne, de l'opinion, que les journalistes aient pu, et d'ailleurs je remercie votre antenne et tous les journalistes, Mariam Pierzadeh, vous en Pauline faites en a beaucoup partie, parlé. Pauline Pacard aussi, des élus, Aïda Hajizadeh, mais c'est cette mobilisation-là aussi, je crois, dans l'opinion, qui permet aussi de faire émerger ces récits, d'instaurer un rapport de force diplomatique, politique avec l'État iranien, parce que ceux dont les bourreaux ont en réalité horreur, eh bien, c'est qu'on les tienne pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un État ravisseur. Et donc, je crois que c'est cette mobilisation, au fond, qui a payé, avec les efforts conjugués diplomatiques, mais vous voyez bien que ça n'a pas été, au départ, la stratégie aussi, qui avait été celle qui était recommandée par le Quai d'Orsay. Et les avocats que nous sommes, souvent, on a du mal, dans un premier temps, à se faire entendre, parce qu'on nous explique que ce n'est pas le temps du droit, ce n'est pas le temps, parce que justement, c'est là que veulent nous emmener l'État iranien. C'est la zone de non-droit, c'est la zone de l'arbitraire, c'est du dérogatoire, du gré à gré, des arrangements. Et nous, on continuera de dire que c'est la mobilisation citoyenne, c'est la liberté d'informer des journalistes sur la réalité des crimes de l'État iranien. Et cette détention-là, c'est un crime de l'État iranien. Et c'est ça qui doit être entendu. Je vous donne la parole dans un instant, Mariam, mais précisément, puisque vous évoquiez le témoignage ce matin chez nos confrères de France Inter de l'ambassadeur de France à Téhéran et l'émotion qui était la sienne, et il s'est fait l'écho précisément de la mobilisation dans l'opinion publique que vous évoquiez à l'instant. On va l'écouter. Écoutez, c'est bien sûr un changement radical puisqu'eux ont été informés en toute dernière minute de leur libération. Mais c'est le soulagement qui l'emporte. Ils ont pu parler à leur famille longuement hier, ils vont continuer à le faire aujourd'hui. Ils m'ont demandé de passer un message pour dire à leur famille, mais aussi à tous ceux qui les ont soutenus en France, que sans ce soutien, ils n'auraient pas pu tenir. Parce qu'effectivement, ils étaient au courant de cette mobilisation. Là, on les a informés aussi de ce qui se passait en France. Donc voilà, ça a été extrêmement important pour eux. Ils s'en rendent compte, ils le confirment aujourd'hui. C'est très émouvant, Mariam Pierzadeh, que dans les premiers instants de retour à cette liberté que l'on a dit très cloisonnée au mur de l'ambassade de France à Téhéran, le message que Cécile Collère et Jacques Paris aient voulu faire passer via l'intermédiaire de l'ambassadeur de France en Iran, c'est celui de la gratitude, de la mobilisation dont ils ont eu l'écho dans le fin fond de la prison d'Evin. Oui, parce que dans ces interrogatoires qu'ils ont eus, leurs geôliers ont dû leur dire « Mais vous savez, personne ne se bat pour votre liberté, pour votre libération, vous êtes tout seul, et puis on vous a oublié. » Et quand on est à l'isolement dans cette section 209, qui vraiment fait peur à chaque Iranien, et pas que, parce que les conditions de détention sont absolument effroyables, et d'entendre que à 4211 km, il y a des gens qui se mobilisent, que la famille tient, c'est sûr que ça fait tenir. Après, encore une fois, ils ont eu très très peu de contact avec l'extérieur. Noémie Collère nous disait sur le plateau qu'elle avait des nouvelles de sa sœur tous les 3 mois, qu'elle dormait avec son téléphone portable parce que ça pouvait survenir à n'importe quel moment. Y compris qu'elle hésitait parfois, et on l'a vécu ensemble, à répondre à des interviews car elle avait peur de se couper de son téléphone quelques instants et que cet instant-là serait celui de l'appel de sa sœur. Et je crois que le récit de de chacun des 7, enfin en tout cas des 5 qui sont sortis et qui ont parlé, c'est de se dire le temps est long, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir, on ne sait pas ce qu'on nous reproche. Et puis on parlait du temps long de la diplomatie. Faut aussi comprendre quelque chose dans ces négociations qui se jouent à Téhéran. Vous avez des diplomates français qui sont face à un peu des seconds couteaux, enfin des personnes qui n'ont pas le pouvoir de libérer ces détenus français, ces otages d'État, comme le dit le Quai d'Orsay, puisque ces personnes chez qui ils sont donc au ministère des Affaires étrangères vont relayer à l'appareil sécuritaire. L'appareil sécuritaire, ce sont les gardiens de la Révolution. Rappelons-nous que Benjamin Brière est libéré. Un juge lui dit « Écoute, plus rien ne pèse contre toi, tu peux sortir de prison ». Il passe une première porte, une deuxième porte, et on le retient parce que les gardiens de la Révolution, finalement, ont jugé qu'il n'avait pas assez obtenu pour sa libération, donc il retourne en cellule. Donc il faut savoir que l'Iran, c'est un pays qui est complexe, le système sécuritaire est complexe, il y a cette diplomatie qui est incarnée, effectivement,
par les visites de Massoud Pezeshkian ou de Ararchi, qui est le ministre des Affaires étrangères iranien, et avant de Mohammad Javad Zarif, la diplomatie du sourire, pour redonner un peu une autre image de la République islamique, notamment à New York, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis, il y a les gardiens de la Révolution qui, eux, ont la main sur la sécurité du pays, qui ont la main sur les détentions, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la prison d'Evin, il y a une section de l'État de la République islamique, et il y a une autre section qui est uniquement gérée par les gardiens de la Révolution. Il y a 2 services de renseignement en Iran. Il y a les services de renseignement étatiques et les services de renseignement des gardiens de la Révolution. Ça complique d'autant plus et d'ailleurs, toute forme de négociation. Quand vous parlez avec un détenu iranien, la première chose que vous lui demandez, c'est tu as été arrêté par qui? Par les gardiens ou par la République islamique, et les gardiens de la Révolution, il n'y a pas de contact avec eux. Si vous voulez, les diplomates ne parlent pas avec ce corps d'armée qui incarne la République islamique et tout l'arbitraire aussi, et qui sont plus puissants que l'État de la République islamique. Oui, là-dessus, Aïda Izadeh. Oui, donc je partage tout à fait ce que vient de dire Mariam Pierzadeh. Et puis, il faut aussi savoir que le corps des gardiens de la Révolution, on l'a vu d'ailleurs avec les attaques israéliennes, est aussi très traversé de courants contradictoires. C'est-à-dire que si ils ont pu faire les frappes qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait une partie d'entre eux qui ont donné des renseignements au Mossad et au gouvernement israélien. Moi, je voudrais revenir sur une chose qui m'a été dite, et je pense que là-dessus, il y a peut-être une marge de progrès. Les otages ne sont pas que français, il y a eu des otages d'autres pays européens. Et on sait mener des négociations entre pays européens pour obtenir, par exemple, l'arrêt du programme nucléaire. Et c'est vrai que quand on a des otages qui sont arrêtés, chaque pays avance seul pour libérer les siens. Et là-dessus, on peut regretter que l'Europe n'arrive pas à parler d'une seule voix et à dire, si vous ne libérez pas les Suédois et les Français et les Belges en même temps, eh bien, on ne négocie pas. Là-dessus, je pense qu'il y a une énorme marge de progrès qu'il faut faire. J'espère qu'on n'aura pas à le faire d'ici peu, parce qu'il n'y aura plus d'otages. Et j'espère aussi que le gouvernement va changer en Iran. Mais c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Là, il faut dépasser les frontières nationales. Nous sommes l'Europe et nous devons parler d'une seule et même voix quand il s'agit de libérer des ressortissants à nous, des ressortissants européens qui sont détenus arbitrairement dans des dictatures. Shirin Ardakani, vous travaillez à la Cour, vous travaillez auprès de personnes en situation d'exil. Vous avez, de par votre métier, affaire à nombre de pays dans le monde et de trajectoires différentes. Est-ce qu'il y a d'autres pays que l'Iran qui pratiquent aujourd'hui une politique d'otage d'État telle que celle-ci, et singulièrement qui ne respectent pas à ce point, et on évoquait tout à l'heure la plainte que la France a finalement retirée à la Cour internationale de justice pour violation du droit à la protection consulaire, qui ne respectent pas à ce point ces engagements en termes de... ces engagements, je ne sais pas comment les qualifier, mais ces méthodes d'accès à minima à des prisonniers. Oui, tout à fait. À l'heure où je vous parle, par exemple, moi je pense dans un autre registre, qui n'est pas une otage d'État, Ibtissam Lashgar, qui est cette jeune femme marocaine militante pour les droits des femmes, qui vient de prendre une peine de 30 mois d'emprisonnement par les autorités marocaines pour avoir exercé sa liberté d'expression. Je repense aux otages français en Algérie. Alors en tout cas à votre confrère journaliste de l'équipe, qui là est en fait dans les geôles algériennes pour avoir uniquement fait son métier et pour avoir exercé sa liberté d'informer. Je pense aussi évidemment à Boualem Sansal, écrivain qui connaît le même sort. Je pense à Camilo Castro au Venezuela. Bref, on a pléthore de ressortissants français qui aujourd'hui sont dans les geôles d'un certain nombre d'États plus ou moins démocratiques, États plus ou moins autoritaires, mais qui font tous l'objet d'une détention arbitraire dans des conditions évidemment dégradantes. Donc ça, c'est assez alarmant pour l'état du monde qui recule s'agissant à la fois du droit à la liberté d'expression, du droit à la liberté d'informer, du droit pour les militantes des droits des femmes d'exprimer évidemment leurs revendications légitimes à l'égalité. Et on voit que finalement, cette détention arbitraire, elle est utilisée par les pouvoirs pour faire taire
en fait les citoyens qui sont soit des citoyens dissidents, soit des professionnels. Et l'Iran ne s'illustre pas singulièrement dans cette liste que vous avez évoquée à l'instant, dans le jusqu'au-boutisme de l'application de l'arbitraire. Si, l'Iran en est un, mais vous savez, moi j'ai aussi défendu, je dois le dire, j'ai aussi défendu des citoyens qui sont allés prendre le chemin des eaux internationales pour se trouver à Gaza et forcer un blocus, et qui eux-mêmes se sont retrouvés interceptés illégalement dans les eaux internationales, dans les geôles d'une démocratie qui est l'État d'Israël. Donc vous voyez, moi, des Français qui ont été détenus un petit peu partout à l'étranger pour avoir exercé leur simple liberté d'aller et venir, j'en ai pléthore et pléthore. Donc voilà, il ne s'agit pas ici de comparer. Non, voilà. il ne s'agit pas de comparer, mais de rappeler que quand même, il faut voir une réalité aujourd'hui. C'est qu'il y a des gens partout dans le monde qui vont en prison, qui sont détenus alors qu'ils ne devraient pas être détenus, pour avoir exercé des libertés publiques et individuelles. Alors je ne compare pas le sort des uns et des autres, mais je rappelle quand même que démocratie ou pas, il s'agit quand même de respecter la première liberté des gens qui n'ont pas à se trouver en prison pour avoir exercé leur liberté fondamentale. Et l'avocate que je suis, est bien en force aujourd'hui de rappeler que il y a ces pratiques-là qui continuent de se poursuivre et sans qu'il y ait de sanctions. Parce que là, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour l'État iranien ? Est-ce qu'un jour, les auteurs de ces faits de nature criminelle vont être poursuivis et jugés devant les juridictions internationales ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. On va y venir justement. Merci pour la transition. Jacques Paris et Cécile Coller étaient donc, même s'ils ne sont pas tout à fait libres aujourd'hui, pas libres du tout d'ailleurs, mais ne sont plus en prison. Ils étaient sur le sol français. Ils sont dans l'ambassade. Ils sont tout à fait sur le sol français, mais au milieu du territoire iranien. Ils étaient donc les derniers otages d'État. C'est comme ça que le Quai d'Orsay les appelle français. Après des années marquées par plusieurs sorts similaires. On va voir ce reportage de Marc Pope qui nous raconte les trajectoires de plusieurs de ces Français ces dernières années. Et on se demandera juste après si précisément on est en train d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre l'Iran et la France. Cécile Coller et Jacques Paris, dernier visage de la diplomatie des otages mise en place par Téhéran. Si les deux prisonniers politiques entrevoient leur libération, d'autres avant eux ont pu regagner leur foyer. Le 9 octobre, Lennart Manterlos a été relâché par le régime après 111 jours de détention pour espionnage. En mars dernier, c'est Olivier Grondeau qui posait le pied sur le sol français après plus de 2 ans de captivité. Il avait été arrêté pour complot contre la République d'Iran alors qu'il effectuait un tour du monde. Merci à vous pour votre travail. Depuis une dizaine d'années, l'Iran multiplie les arrestations arbitraires de ressortissants étrangers afin de les utiliser comme monnaie d'échange. L'une des premières à en faire les frais est Clotilde Rice, étudiante en Iran. Emprisonnée en juillet 2009, elle sera finalement libérée en mai 2010 après la mobilisation de toute la diplomatie française. Hasard du calendrier ou non, au même moment, l'assassin de Chapour Bakhtiar est lui aussi libéré après plusieurs années de prison en France. Benjamin Brière, lui, a appris sa libération après 3 ans de captivité dans les geôles iraniennes. Il a été libéré en même temps qu'un autre Français, Bernard Felan. Juin 2024, c'est au tour de Louis Arnaud de retrouver la liberté. Sur notre plateau, il raconte alors ses conditions de détention. Vous êtes traité comme un animal. Vous vivez, dormez, mangez à même le sol. On ne vous parle pas, on vous hurle dessus, on vous aboie dessus, je pense que c'est même le bon mot. Et on vous sort 1 à 2 fois par semaine pour une demi-heure pour prendre l'air. Officiellement, la France se refuse à toute négociation, mais officieusement, des tractations se mènent en coulisses, comme le sous-entendait en 2024 le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Toujours engagé le dialogue. Et ce dialogue, il est permanent. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir un certain nombre de contacts pour permettre à ces détenus arbitraires de pouvoir sortir. Les cas de Cécile Coller et Jacques Paris semblent ainsi liés à celui de Madi Esfandari, jeune femme accusée en France d'apologie du terrorisme depuis février. Elle est actuellement sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le sol français, tout comme Cécile Coller et Jacques Paris en Iran. Mariam Pirzadeh, il n'y a donc plus d'otages français, d'otages d'État français en Iran à l'heure où l'on se parle, sans présager de l'avenir. Est-ce que, ce faisant, d'un point de vue géopolitique, peut s'ouvrir une nouvelle page des relations entre la France et l'Iran ?
En tout cas, la libération de Cécile Collère et Jacques Paris était conditionnée à l'ouverture d'une nouvelle page. Il y a un nouvel ambassadeur qu'on a entendu tout à l'heure, qui est arrivé au mois de juin. L'ambassade de France a été une des seules qui n'a effectivement pas fermé, une des rares qui n'a pas fermé pendant la guerre de 12 jours au mois de juin. Signe qu'il faut maintenir ce contact avec l'Iran. Emmanuel Macron communique aussi régulièrement lorsqu'il s'entretient avec Massoud Pezeshkian. En fait, c'est compliqué parce qu'on est dans une période d'incertitude où le régime iranien est extrêmement affaibli, où les négociations sur le nucléaire, l'accord sur le nucléaire est périmé. Maintenant, il en faut un autre. Les négociations patinent totalement dessus. Et à la fois, il faut maintenir ce canal de communication. Il faut aussi maintenir un outil de pression sur la République islamique, puisque n'oublions pas que la France a décidé aussi de ce fameux snapback de retour de sanctions onusiennes contre la République islamique pour pressuriser davantage économiquement l'Iran, pour la pousser à négocier. Donc c'est une politique quand même, c'est du chaud, du froid, mais toujours maintenir ce canal de communication qui n'a pas été rompu. Est-ce qu'on est à l'aube de nouvelles relations ? Tout cela va trouver peut-être une réponse au moment de la sortie du territoire de Cécile Collère et Jacques Paris. Mais en tout cas, effectivement, comme on entendait l'ambassadeur de France à Téhéran tout à l'heure, il reste très prudent pour l'instant, tant que ces deux ressortissants sont sur le territoire iranien. Un Iran affaibli qui avait peut-être qui avait besoin, ou en tout cas qui était un peu bloqué avec ce dossier qui empêchait d'ouvrir peut-être quelque chose pour la suite. Alors oui, il faut relativiser parce que le poids de la France n'est pas décisif. C'est les États-Unis qui ont la clé, mais la France a un rôle à jouer. Et en 2015, elle était autour de la table avec d'autres pays pour faire aboutir cet accord-là. Le gouvernement iranien est affaibli et en Iran, en ce moment, il se passe des scènes absolument extraordinaires, pas seulement à Téhéran, qui est la capitale avec des classes aisées, mais partout ailleurs dans les villes iraniennes, beaucoup de femmes ont fait tomber le voile. Et on a face à elle une police des mœurs qui n'arrive plus ou n'a plus les moyens de faire respecter cet interdit-là, enfin cette obligation du voile obligatoire. D'ailleurs, je crois que c'est même le président Pezeshkian qui a refusé d'appliquer une loi qui venait renforcer le port du voile obligatoire. Économiquement, c'est très compliqué. Économiquement, c'est très compliqué, évidemment. Moi, les images que je vois, notamment, je suis beaucoup des comptes Instagram iraniens. Le régime n'est plus du tout légitime. Il y a plus de, il a jamais vraiment été, mais là, vraiment, il y a une sorte de, on s'en fiche des conséquences. On vit difficilement économiquement. Tant qu'à faire, autant vivre. Et vraiment, moi, je suis stupéfaite des scènes que je vois. Il y avait une vidéo qui a beaucoup tourné en Iran, les 20 ans d'un centre commercial où il y avait une pauvre dame qui essayait d'empêcher les gens de danser, mais il y avait un DJ et c'était des personnes âgées. C'était pas c'est pas la génération Z, mais des femmes sans voile, des hommes qui venaient danser au milieu parce que tout simplement, on peut pas empêcher les gens de vivre. Et j'ai vraiment, moi, je me raccroche à ces vidéos comme autant de signes d'espoir. Ils ne peuvent pas mettre sous éteignoir un pays avec une telle vivacité, avec une telle intelligence. Et j'ai vraiment foi dans ce grand peuple d'Iran. Si on voit le verre d'eau à moitié vide, Chérine Nardakani, on pourrait se dire aussi qu'un régime qui a peur, un régime qui est faible, c'est un régime qui est prêt à tout. Oui, tout à fait. Et malheureusement, à l'heure où on se parle, on fait l'objet de nouveau d'une vague d'exécutions. Il y a des jeunes gens qui ont été exécutés ces derniers jours pour avoir précisément pris part à ces manifestations. Vous savez, moi, en tant qu'avocate franco-iranienne, je suis l'avocate d'un certain nombre de militants et de militantes pro-démocratie en Iran. Narges Mohammadi, le prix Nobel de la paix. J'ai autant d'empathie. Narges Mohammadi, non, faut-il le rappeler. Désormais, elle est sous surveillée, mais en réalité, moi, j'ai autant d'empathie pour mes compatriotes français que pour mes compatriotes iraniens. Je suis un peu au milieu du gué et j'attends le jour où tous les otages que sont finalement, parce que là les Français sont sortis, mais il y en a encore d'autres nationalités, et demain il y en aura encore de nouveaux. Et tant que ce régime sera en place, eh bien il n'y aura pas finalement ni de peuple libre, ni de paix, ni de prospérité en fait dans la région. Et donc moi j'attends évidemment ce jour avec impatience, le jour où les Iraniennes et les Iraniens pourront venir en France librement, que nous pourrions retourner, je le sais, Aïda Hajizadeh et Mariam
voilà, il viendra un jour. On entend votre émotion. Pour conclure, Mariam, évidemment, ce n'est pas parce que Cécile Collère et Jacques Paris vont rentrer, on l'espère, en tout cas ses proches l'espèrent, dans un temps relativement court, que l'Iran renonce aujourd'hui à une politique qu'il mène depuis 45 ans maintenant. Ah oui, bien sûr, mais il y a eu des exécutions aussi de détenus qui étaient irano-suédois. En fait, ce n'est pas un état de droit, l'Iran, donc vous vous battez contre un appareil. Enfin, ça fait depuis 46 ans que les tribunaux, ce sont des tribunaux révolutionnaires. Ce sont les mêmes tribunaux qui ont été mis en place au moment de la Révolution islamique. Les femmes n'ont pas le droit d'être juges. Les femmes n'ont pas, oui. Shirin Ebadi, qui a été une des premières femmes juges en France, et au moment de la Révolution islamique, est devenue la secrétaire de celui qui lui a porté le thé, qui était lui devenu juge. Donc, tant que ce système judiciaire sera là, tant que les gardiens de la Révolution et ce système, ce nizam, comme on dit en persan, cet appareil sécuritaire, autocratique et militaire de l'Iran aura besoin de monnaie d'échange, ça va continuer. Et d'ailleurs, c'est vrai que les diplomates marchent sur des œufs parce qu'à la fois, l'Iran est en zone rouge. Normalement, les touristes français ont interdiction d'aller dans ces pays-là. Et donc, effectivement, à chaque fois, pour eux, ce sont des dossiers très compliqués à gérer, puisque les détentions arbitraires, elles sont monnaie courante. C'est-à-dire que vous pouvez arriver en Iran et être arrêté pour un motif totalement fallacieux. Alors, ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est tombé, effectivement, ça fait 3 ans et demi quand même qu'ils sont en Iran. Si on a besoin de vous arrêter, on vous arrête. Si, à ce moment-là, il y a besoin d'arrêter, de libérer un détenu iranien en Europe, ce qui a été le cas, notamment, je le cite rapidement, un humanitaire belge, Olivier Van de Castel, qui a été quand même libéré contre un Iranien qui avait été condamné pour terrorisme, pour avoir fomenté un attentat sur le sol français. Il était en Iran, il faisait ses cartons parce qu'il quittait l'Iran, et il a été arrêté 1 an à l'isolement pour libérer des détenus qui sont condamnés pour terrorisme. C'est la fin de cette émission. Juste d'un mot, Shirin Ardakani, l'ambassadeur de France à Téhéran était assez optimiste sur les délais de retour en Europe de Cécile et Jacques. Et vous ? On ne le sait pas. À suivre, alors vous reviendrez et nous on attend avec beaucoup d'impatience Cécile et Jacques Paris. Merci infiniment à toutes les 3 d'être venues sur ce plateau. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous info.